Lors de la construction de l'usine en 2008, le plus gros traumatisme pour le lagon fut le dragage du chenal. Des pelleteux gigantesques ont éventré les fonds marins pour garantir une profondeur suffisante aux minéraliers. Depuis, des centaines d'heures de plongée sont consacrées chaque année au comptage des coraux et des poissons pour vérifier leur bonne santé. Lorsque le Ville de Saint-Nazaire a coulé, sa cargaison s'est répandue sur toute la structure, emprisonnant les objets familiers du bord et les protégeant des agressions marines. Nous sortons de l'eau ce que nous savons conserver et protéger. Alors Marie, est-ce que les concrétions te résistent? Non, rien ne résiste au microburin pneumatique. Bon. C'est un travail qui est très long, qui demande de la patience, mais qui porte ses fruits. Bon, très bien. Marie Arnautou est la conservatrice de l'association. Tous les objets qui sont exhumés des sites de fouilles passent dans ses mains. Son travail n'est pas de les réparer, mais de les préserver dans l'état précis du jour du naufrage. En général, pour les déformations des objets, on conserve ces déformations parce qu'elles font aussi partie de leur histoire. Et ça, c'est un événement dans l'histoire de l'objet qu'on conserve. Ça, c'est un hublot du Ville de Saint-Nazaire. Ça, c'est un exemple parfait de ce qui se passe si on ne fait pas de conservation. Donc, si on ne stabilise pas l'objet. Quand ils l'ont sorti, le hublot était entier et il n'avait pas du tout cet aspect fracturé. Enfin, il était vraiment d'un seul bloc. Donc ici, il est composé de 2 matériaux. Un alliage cuivreux, ici, sûrement laiton ou en bronze. Et tout le reste qui est en fer. Il y a une émotion, l'émotion peut être plus ou moins grande selon le type d'objet. On peut restaurer un objet complètement banal, mais quand on connaît le contexte et l'utilité qu'a eu cet objet, c'est là que ça peut prendre toute une autre dimension. Voilà donc plus de 100 ans que les hommes ouvrent la terre calédonienne pour en extraire le nickel.
Aujourd'hui, 2 usines occupent le sud de l'île et KNS est la seule implantée au nord. Pour ces entreprises, la législation s'est considérablement durcie sous la prise de conscience écologique des populations. Pour limiter les coulées de terre dans la vallée et dans le lagon, les miniers ont l'obligation de fixer les sols. Chez KNS, c'est le travail de Mado. Aujourd'hui, elle accueille Cyril Poulain, un ingénieur au CNRS, qui doit l'aider à trouver de nouvelles méthodes de revégétalisation. La plantation, le chantier de réhabilitation classique. C'est parti. L'extraction minière de cette petite parcelle vient de s'achever. Mado inspecte aujourd'hui les travaux de réhabilitation qu'elle a commandés récemment. Alors là, sur la verse moque là, alors on a semé en fait tous les talus que tu vois là. Dans un premier temps, des engins sont venus répandre le topsol d'origine, c'est-à-dire la couche de terre supérieure qui recouvrait le sous-sol à exploiter. Et là, on a les premiers résultats où on voit certaines pousses ressortir et tout, germer. D'accord. Tu as beaucoup de différentes plantes qui sont sorties ou La plupart du temps, c'est l'espèce Macarena des planchers, là, les premières à germer. Ça a pris le temps. Presque 2 ans avant qu'on ait une petite pousse, mais là, ça commence à s'installer. Ouais, mais c'est cool. Ouais. On réimplante en fait des espèces pareilles du maquis minier, des espèces endémiques aussi du milieu, au niveau de la saison des pluies, en fin d'année, début d'année. On est obligé de replanter ce qu'on a détruit, quoi, de remettre en état, après avoir décapé. Et aussi pour restaurer en fait le milieu et pour éviter aussi de la pollution dans les cours d'eau plus bas. Ouais, je te laisse, moi je vais aller voir mes parcelles. Ok, moi je vais commencer à compter un peu la mortalité ici. Ok. On a de l'Alphitonia neocalédonica. Oui. On a du Grevillea plus loin. Du costu. On fait attention de remettre des plants qu'il y a eu déjà auparavant dans les inventaires botaniques qui étaient déjà présents dans telle zone. Du coup, on ne va pas mettre des plants du pied de mine en milieu de massif, en haut de massif. On remet pour chaque plante dans sa zone. Dans 10 ans, ici, c'est le maquis. J'espère. Dans 10 ans, on ne verra plus qu'il y avait une plantation. On ne pensera pas que ça a été planté. Ce sera une parcelle normale, naturelle, quoi. À première vue, rien ne différencie les plans de Mado de ceux de Cyril. Pourtant, ceux de l'ingénieur du CNRS sont révolutionnaires. Vous avez ces plantes-là, hein, qui s'appellent Grevillea exul, qui a développé la capacité d'extraire le manganèse du sol. C'est-à-dire, elle fait ce qu'on appelle de la phytoextraction. Elle prélève le manganèse qui est dans le sol et elle le stocke dans ses feuilles. Et ces feuilles, en fait, ces vieilles feuilles qui vont tomber par terre, les feuilles mortes, nous, on va les récupérer et on va les transformer en catalyseurs pour l'industrie chimique. Un catalyseur, c'est quoi? C'est un accélérateur de réaction. Donc ça permet de faire des réactions chimiques qui vont beaucoup plus vite, qui consomment moins d'énergie et qui permettent d'obtenir des meilleurs rendements. Sur le papier, le procédé semble novateur. Mais la phytoextraction n'est concevable que pour la chimie pharmaceutique ou les cosmétiques, qui nécessitent très peu de métaux. La phytoextraction, elle est connue depuis de nombreuses années. Les premiers écologues ont trouvé que des plantes accumulaient les métaux depuis les années 60-70. Donc ça, c'est pas quelque chose de récent. Par contre, le potentiel de ces feuilles, oui, il est un peu plus récent. On en est au balbutiement. On est en train de développer les procédés, de montrer que ces catalyseurs sont très performants, même meilleurs que certains catalyseurs qui sont aujourd'hui utilisés. Et surtout, le gros avantage, c'est que c'est la plante qui le produit gratuitement pour nous.
Pour revégétaliser une montagne tout entière, on utilise bien sûr des plantes qui s'y plaisent. Hygrométrie, exposition au soleil, altitude idéale, spécificité locale, il faut faire attention à tout. Ophélie Bory et son entreprise sous-traitante s'occupent de la pépinière de l'usine. Pour elle, pas question d'introduire des plantes fragiles. Alors ici, on les élève à la dure. Donc voilà la serre à semis. Donc il y a deux parties, la partie où on plante les graines et puis la partie où ça a été repiqué et c'est en attente de grandir et d'être plus vigoureux pour passer dans l'autre bâtiment où déjà les conditions seront moins favorables. Donc ici, on est dans la grande chapelle, donc c'est là où viennent les plants qui proviennent de la serre à semis. Donc ici, les conditions elles sont encore moins favorables, c'est-à-dire qu'on va limiter encore un petit peu l'arrosage, il fait encore un petit peu plus clair, et on va les laisser grandir tranquillement dans cet espace-là. Donc au bout d'un certain temps, quand on va voir que les mottes elles sont bonnes, c'est-à-dire qu'elles ont un bon système racinaire et qu'elles tiennent bien, on va les sortir dans les tunnels pour ensuite les proposer pour la revégétalisation. Donc on a deux tunnels qui n'ont plus de bâche, mais qui ont une ombrière qui est claire, donc c'est un indice 30, qui vont déjà commencer à mettre les plants dans des conditions un peu plus naturelles. Ensuite, quand ils auront, pendant un mois et demi, ils se seront habitués à cette condition-là, on les emmènera dans le dernier tunnel d'endurcissement où il n'y a plus de bâche, plus d'ombrière, et où elles sont vraiment aux conditions presque massifs, comme si elles étaient sur le massif, à une différence d'altitude, d'oxygène dans l'air, de beaucoup de conditions différentes, d'humidité. Mais on va réduire aussi l'arrosage, donc on va vraiment les préparer à affronter ce qui les attend à l'extérieur. Pour faire pousser ses propres plants, la pépinière a ses propres graines. Dans cette cabane de chantier se cache un petit trésor. Alors dans ce frigo, c'est un frigo à graines. Donc on y conserve les graines qu'on nous amène. Donc pour montrer différents gabarits, ça peut être des graines qui sont grosses comme ça, donc qui ont été semi-nettoyées. Ou alors on peut trouver des graines beaucoup plus petites. Donc je vais vous montrer comme les Boronella. Donc c'est une espèce qui pousse que sur le massif du Cognambo. Voilà, des graines vraiment petites à trier. Ces graines sont ramassées sur le massif juste avant les premières saignées des bulldozers. Ce sont donc les mêmes espèces qui seront replantées aux mêmes endroits. Mais il se peut que certaines soient rares sur une parcelle. L'entreprise d'Adrien et Jocelyn, des botanistes, est donc mandatée pour recenser toutes les espèces d'arbres, de plantes et de fougères qui composent la végétation du massif minier. C'est parti. Allez. Bah, du Pteridium esculentum aussi. Eugenia stricta. Eugenia stricta. Ouais. Ostrobuxus carunculatus. Ostrobuxus carunculatus. Alors ici, on est en train de faire des inventaires botaniques à la base du massif du Cognambo. Et donc là, l'idée, c'est de mieux connaître, d'acquérir des données, des connaissances sur les plantes du massif. Et puis de regarder si on peut retrouver, par exemple, des espèces rares qui peuvent être impactées ailleurs et qui peuvent se retrouver ici dans des milieux qui seront préservés sur le long terme. Lygodium, reticulatum. Voilà, ce sont des espèces vraiment micro-endémiques
de ce massif et d'un massif qui est juste à côté. Ça peut être une espèce qui peut être impactée par le projet minier. Et puis, ça peut servir de ressource de graines, on peut venir les collecter. Mais aussi, on sait qu'on a cette population qui est ici et qu'elle est intacte. Et qu'elle restera intacte pendant un bon moment. Alors, on commence à avoir une bonne connaissance de l'ensemble des espèces qui sont présentes sur le massif. Par contre, on n'a pas une connaissance fine de la distribution de ces espèces sur le massif. Donc voilà, c'est des zones ici qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'inventorier. Et donc voilà, on en profite pour faire le bilan. Ok, tu veux l'échantillon en fleurs là? Ouais. Yes. Tiens. Oui, c'est mon déplancher, mais on va vérifier quand même. Ok, échantillon. C'est un petit sac de récolte, parce que forcément, il y a 3300 espèces en Nouvelle-Calédonie. C'est très dur de tout connaître sur le bout des doigts, et puis surtout pour ne pas se tromper, dans certains cas, quand on est un petit peu indécis pour la détermination, on prend un échantillon, on va le presser en herbier, on va le ramener à l'herbier de Nouméa, et puis on va le comparer à des spécimens de référence. Voilà, on est devant un niaouli, donc ça c'est un arbre très représenté en Calédonie, il y en a un petit peu partout, c'est un arbre emblématique. C'est cette espèce qu'on fait l'huile essentielle de niaouli, appelée le goménol, qui a été utilisé pendant tout le XXe siècle, même en France, pour soigner les infections. C'est un arbre qui est vraiment intéressant, il est résistant au feu, avec son écorce ici. Il est résistant au feu, ce qui emmagasine l'humidité. Et avec son écorce, on peut aussi réaliser les toits et les murs des maisons. Ça fait des tuiles, c'est complètement étanche, ça ne se décompose pas. Donc voilà, le niaouli qu'on trouve normalement en savane, mais qu'on a ici en forêt. Donc une espèce emblématique de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. En bas, c'est bon parce que c'est marée basse. On va essayer de ne pas oublier, un jour on va revenir pour ramasser tous les bouteilles, les déchets quoi. Fin d'après-midi tranquille sur la mangrove. Comme souvent, Isabelle emmène Anaïs et Yann, ses petits-enfants, à la pêche au crabe. Dans son sac se trouvent les plants de palétuvier qu'Andy lui a donnés. C'est vrai, tout simplement. À l'ombre du géant KNS, les membres de la tribu d'Unjo tentent de faire perdurer leur tradition. Regardez. T'as vu ici avant, on trouvait des grisettes. J'aimais bien venir chercher une grisette. Cherchez bien parce que j'ai vu des traces de crabe là. Et voilà un gros là. Venez voir Yann avec Anaïs. Tiens, parce que ça pince. Attention. S'il est gros, c'est une femelle. Attention, je vais attraper. Attention. Yann, fais gaffe parce que c'est... Ah, il a une pince. Il a bien séché déjà.
Ça, c'est une femelle. Elle a la poche. Il faut toujours faire attention que la pince, hein, c'est ça qui fait mal. On va trouver un mâle. Si encore des 1 ou 2, 3 crabes. Oh. Il faut toujours le relâcher pour qu'il lâche, pour ne pas casser les pinces. Éviter de casser les pinces. Et ça, c'est un mâle. C'est plat ici. Il n'y a pas la poche pour garder les yeux. C'est un mâle. Par rapport à l'autre, tout à l'heure, c'est une femelle. C'était une femelle. Quand même deux. Avec la nouvelle génération, tout ce qui est jeux vidéo et tout ça, c'est pas bien pour nous, pour leur avenir. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut qu'on leur apprend, c'est vivre tout simplement. Les plus petites que ceux-là, il faut les laisser. Je leur dis toujours, il faut les laisser parce qu'ils vont te donner des millions de crabes. Bon, on va les planter. 2 ou 3 gros crabes plus tard, Isabelle, Anaïs et Yann longent le trait de côte dans la mangrove. C'est la terre rouge. Ici, on est au pied du terril, là où les palétuviers meurent étouffés. On espère replanter un peu de palétuvier avec les enfants pour voir, refaire vivre cette mangrove, là, cet endroit où nos arrière-grands-pères, nos grands-pères, ils venaient pêcher le crabe. On verra si ça va pousser, on va essayer de mieux faire aussi vers en haut, bien faire. Sabrina, c'est bon. Ça a repoussé, là. C'est le constat qu'on a fait, c'est cette terre rouge. Si on pouvait le retenir en haut, dire reste en haut, c'est pas ta place là dans la mangrove. Reste là-bas, nous on veut conserver nos crabes. Allez les enfants, on va faire les trous. Oui. Anaïs, fais un trou, toujours en face de celui-là, là. Fais ici. Ici, là. Ok. Voilà. La journée s'achève autour du feu. La recette du crabe grillé est la même depuis des générations. Le crabe brûlé est trop bon. Le repas du soir ressemble à ceux de l'enfance d'Isabelle. À une différence toutefois. À cette époque, la tribu d'Unjo connaissait la nuit.